Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais analyser 4 actions valeurs plutôt en solde en ce moment et à bon potentiel, car c'est le vainqueur du dernier sondage sur ma chaîne Guistorm. Je te mets ici une petite capture d'écran du sondage, donc n'hésite pas pour les prochains à exprimer ton vote ou même à indiquer en commentaire de cette vidéo quelle action tu aimerais voir en analyse pour la prochaine. Si tu préfères que je te présente une action du moment côté croissance, qualité, ou bien celle à fuir encore, ou bien comme aujourd'hui les actions plutôt décotées du moment. Allez, maintenant on se prend un petit café et on s'installe confortablement pour se mettre dans un esprit pragmatique et déterminer si ces entreprises décotées sont des opportunités ou pas pour qu'on y investisse notre argent. Allez, c'est parti, on commence avec l'action Kering, le troisième groupe de luxe au monde. C'est aujourd'hui fondamentalement l'action la plus décotée de l'industrie du luxe. Elle affiche quasiment moins 50% en un an. C'est extrêmement rare de voir un top mondial être autant décoté en bourse. Sur le plus long terme, elle reste dans le vert avec son plus 213%, mais c'est la tendance récente qu'on va être amené à étudier ici pour déterminer si oui ou non Kering serait une bonne affaire pour notre PEA à ces niveaux. Alors avant ça, on va faire un petit rappel sur le business de Kering, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette entreprise française. Alors Kering, anciennement PPR pour Pinot Printemps Redoute, c'est le troisième groupe mondial en termes de chiffre d'affaires sur l'industrie du luxe derrière LVMH et Richemont. Kering aujourd'hui détient un portefeuille de marques prestigieuses avec Gucci en tête qui compte pour 45% de ses ventes à sa dernière publication, suivi de Yves Saint Laurent pour 16% de ses ventes et d'un agglomérat de marques prestigieuses telles que Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen et Pomellato notamment. Kering est actif partout dans le monde avec sa première zone d'activité qui se trouve en Asie-Pacifique pour 32% de son chiffre d'affaires, puis en Europe de l'Ouest pour 28%, suivi de l'Amérique du Nord pour 23% de ses revenus. Au deuxième trimestre, c'est l'Asie qui a pesé sur les résultats de Kering, avec moins 25% des ventes tirées par le ralentissement en Chine. Et le problème, c'est que l'Asie-Pacifique, c'est sa première zone d'activité. C'est là où sa pondération est la plus importante sur ses résultats. Ensuite, c'est aussi sa marque numéro 1, Gucci, qui accuse la plus sérieuse baisse dans les grandes marques de luxe, avec moins 19% de baisse à périmètre comparable contre son deuxième trimestre de l'an dernier. Portant le chiffre d'affaires global de Kering sur la première moitié de l'année 2024 à 9 milliards d'euros, soit moins 11% au niveau groupe. Et en termes de bénéfices, c'est le même constat, sans surprise. Ici, Kering tombe à 888 millions d'euros de bénéfices au premier semestre contre presque 1,8 milliard d'euros l'an dernier. Donc oui, globalement, la tendance n'est pas bonne. François-Henri Pinault accuse le coup en avertissant carrément sur ses résultats de l'année complète 2024 qui, eux, ne devraient pas être aussi bons que ceux qu'on aurait pu espérer en début d'année. Et d'un autre côté, le CEO François Pinault en profite aussi pour saisir la baisse en achetant lui régulièrement des actions de son entreprise. Donc oui, ici pour Kering, mauvais résultats, mauvaise perspective aussi annoncée, et ce malgré le bon pivot stratégique qui a fait revenir Kering sur un marketing moins agressif en abandonnant les réductions et en se concentrant davantage sur la qualité de ses produits, en lançant une politique de prix ferme également bien sûr, avec des fermetures associées de ses magasins qui devraient aider à raréfier l'offre, mais bien sûr qui pèse mécaniquement aujourd'hui sur ses ventes à court terme. À cela, on ajoute le pari de Kering cette année avec le designer italien Sabato de Sarno qui a manqué ses objectifs financiers malgré l'ambition de redonner de l'élan à sa marque Gucci. Donc en amont de ce qui attend Kering à sa prochaine publication, ce 23 octobre prochain, on peut déjà s'attendre à une publication qui serait décevante et c'est ce qui alimente des baisses successives sur le cours de Kering aujourd'hui, 10 ans après avoir changé son nom de PPR à Kering. Hélas, j'ai bien peur qu'on puisse encore s'attendre à une baisse du même ordre de grandeur, potentiellement encore un moins 10% sur ses ventes, si je m'appuie sur les dernières données économiques en Chine notamment, ce mois d'août qui n'était pas terrible avec une Europe et des États-Unis qui ne compenseraient pas cette baisse au troisième trimestre. En somme, l'entreprise devrait encore rester dans les turbulences, peut-être encore pour 2 trimestres, avec un espoir que 2025
soit une année de reprise pour Kering, mais c'est encore loin 2025 avec 2 publications qui risquent d'être mauvaises fondamentalement. Après, d'un autre côté, Kering est tellement dévalué aujourd'hui qu'elle atteint les x16 de facteurs de bénéfices anticipés pour 2024. Et x16, c'est vraiment pas cher pour un acteur du luxe comme Kering, numéro 3 mondial du luxe. Et si on ouvre l'application des investisseurs pragmatiques que j'ai développée sur guistan.com, on voit qu'on peut anticiper un retour à une croissance sur ses bénéfices seulement en 2025. Donc ici, 2024 serait une année noire si on veut pour Kering, avec une reprise potentielle en 2025. Et si on va plus loin et qu'on anticipe qu'elle retourne à ses niveaux de bénéfices de 2022, mais pour horizon 2027, Kering aurait alors un PE ratio anticipé pour 2027 sous les x10 de facteurs de bénéfices. Donc là, en portant une position aujourd'hui jusqu'au moyen terme en 2027 et en acceptant un risque important, légèrement sous les 40% de risque attendu quand même, on aurait aujourd'hui une opportunité value pour ceux qui veulent jouer le moyen terme sur l'action Kering. Donc ma stratégie aujourd'hui sur Kering serait de rentrer potentiellement dans les 6 prochains mois avec une petite position, pas plus de 1% du portefeuille, car j'ai une approche plutôt croissance sur PEA, donc je préfère limiter mes positions sur les entreprises value en termes de taille globale de mon portefeuille. En termes d'objectif de prix, si Kering arrive à inverser la tendance au premier semestre 2025, elle devrait être capable de revenir sur les 300 € l'action pour l'été 2025. Donc ce serait potentiellement plus 35% de performance en un an pour l'action Kering. Donc une opportunité avec son lot de risques, disons, mais le potentiel de descendre aujourd'hui encore plus bas me semble limité aujourd'hui malgré des publications à venir qui devraient encore mettre de l'huile sur le feu dans les conditions de marché actuelles. Donc oui, en résumé, je reste négatif à court terme pour Kering tout en étant plus positif à moyen terme quand elle aura passé cette période difficile, car ça reste une entreprise qui a quand même de nombreux atouts avec un business de luxe que j'anticipe moteur de croissance à long terme. Alors, avant de te parler d'une autre action valeur à potentiel, sache que j'organise ce samedi un live privé. Je t'en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc allez, on enchaîne avec le segment des boissons alcoolisées avec le numéro 2 mondial des producteurs de vins et spiritueux. J'ai nommé Pernod Ricard, le créateur de convivialité, qui affiche lui moins 21% de performance sur un an glissant et qui peut se targuer d'un beau plus 324%, soit plus d'un x4 en 20 ans et même plus qu'un x5 avec dividendes réinvestis. Alors Pernod Ricard aujourd'hui fait partie de ces entreprises décotées qui accusent le coup elles aussi avec une baisse de moins 21% en un an sous fond de tension et de bas de cycle des spiritueux. Sachant que pour les rares qui ne connaîtraient pas encore Pernod Ricard, on parle ici du deuxième producteur mondial de vins et spiritueux qui est en position pour devenir à moyen terme le numéro 1 mondial, avec plus de 200 marques premium dont tu connais naturellement les marques j'imagine, avec l'Absolute Vodka, le whisky irlandais Jameson, les marques de Scotch, Chivas Regal, Ballantine's, le Glenlivet, le Malibu, aussi on a le rhum Havana Club, Ricard bien sûr et bien d'autres encore. En termes d'exposition géographique de ses revenus, on observe que sa zone d'activité numéro 1 est l'Asie avec 43% de ses ventes. Ensuite vient l'Europe et les États-Unis pour 28 et 29% chacune. Fin août dernier, Pernod Ricard a publié ses résultats annuels sur les 12 mois allant de fin juin 2023 à fin juin 2024. Avec des revenus en ligne avec les attentes, on est à moins 1% de croissance organique, mais avec des bénéfices qui tombent à 1,5 milliard d'euros, soit moins 35% au niveau groupe. Alors globalement, si on dézoome, le groupe tient le coup avec un bas de cycle moins sensible avec plus 17% sur 5 ans aux USA, plus 20% en 5 ans en Europe et plus 37% en Asie sur 5 ans. Donc on a hâte de voir ce que ça donnerait au prochain haut de cycle pour Pernod Ricard avec ce type de chiffres. Donc oui, dans ces conditions, le management de Pernod Ricard, lui, réitère ses objectifs financiers à moyen terme. Et ça inclut la poursuite de sa stratégie de prix ferme et de déstockage sur son réseau de distribution, notamment aux États-Unis, avec la prise en compte du ralentissement de la Chine, qui est observable aussi pour le deuxième trimestre de l'année 2024 pour Pernod Ricard, tout en attendant une reprise modeste pour la fin de l'année 2024, qui est le début de son année fiscale 2025 aussi.
avec une marge brute récurrente qui reste intéressante pour son business model à 28% qui se maintient. Alors aujourd'hui, pour Pernod Ricard, on est sur une année 2024 qui affiche un PE ratio à x21 ses bénéfices nets. Après, si on va plus loin et qu'on se place en anticipation dans un scénario de reprise potentielle en 2025 avec des bénéfices qui pourraient, si on regarde les bénéfices anticipés sur l'application des investisseurs pragmatiques, se retrouver à presque 2 milliards d'euros de bénéfices nets, soit une reprise de plus 30% tout de même et qui laisse espérer un facteur de bénéfice anticipé pour 2025 autour des x16. Et un x16, c'est attractif pour Pernod Ricard qui est en solde deuxième des marques aujourd'hui et qui lui permettrait sur de bons résultats au premier trimestre 2025 de retrouver de l'attractivité auprès de ses investisseurs. Aujourd'hui, j'ai un prix personnel pour Pernod Ricard horizon mars-avril 2025 pour son action autour de 155 € l'action, sachant que si elle déçoit à sa publication trimestrielle du 17 octobre prochain, elle pourrait tomber encore plus bas, d'où son niveau de risque anticipé à 28% à court terme pour l'entreprise. Donc oui, certes, on a un potentiel de plus 12%, mais un risque de 28% à prendre en compte. Sachant que personnellement, ma stratégie est quand même de me limiter en termes de position sur la consommation des boissons alcoolisées, donc également sur Pernod Ricard, qui est plutôt value aujourd'hui. Donc oui, clairement, moi je reste positif sur son business à long terme pour Pernod Ricard. Je pense que la consommation d'alcool ne va clairement pas s'arrêter demain. Elle devrait même plutôt croître autour de plus 7% par an en moyenne sur 10 ans dans le monde. Et je reste convaincu que Pernod Ricard pourrait retrouver à court terme un niveau de valorisation plus cohérent pour cette belle entreprise de qualité et encore plus à moyen terme. Allez, on enchaîne avec une autre valeur décotée, c'est le thème de la vidéo, mais sur l'industrie de l'automobile cette fois avec Stellantis. Stellantis qui nous affiche en termes de performance avec dividende une baisse de moins 14% et même moins 24% hors dividende sur un englissement et qui retrouve ses niveaux de fusion depuis 2021. Pour rappel, Stellantis est né en janvier 2021 suite à la fusion de PSA, Peugeot, Citroën et de Fiat Chrysler. Donc Stellantis aujourd'hui elle est considérée comme étant dans le top 5 mondial des plus grands constructeurs automobiles. Et pour être plus précis sur ces deux marchés principaux, Stellantis est quand même le deuxième constructeur européen et le numéro 4 aux États-Unis. Aujourd'hui, Stellantis détient 13 marques majoritairement qualifiées de grand public, avec notamment Fiat, Opel et Citroën. Et avec tout de même un portefeuille plus haut de gamme, avec notamment Chrysler et la gamme DS, ainsi que Maserati bien sûr. En 2024, Stellantis traverse une phase de transition avec à la fois des exigences coûteuses de l'Union européenne d'un côté et l'ambition de profiter des synergies de ce groupe, top 5 mondial de l'automobile, avec l'arrivée de ces nouveaux modèles dans l'opération qualifiée Blitz Production, dont tu peux voir ici en image ces nouvelles voitures produites ce début d'année et mises en vente progressivement le long de l'année 2024. Et oui, cette nouvelle stratégie coûte de l'argent car cette production engendre des coûts, c'est normal, ça pèse naturellement sur ses finances. Et le problème majeur que rencontre le groupe aujourd'hui, c'est que ces nouveaux modèles arrivent sur un marché dans une phase de ralentissement au deuxième trimestre 2024. Comme l'illustre la dernière publication de résultats qui s'est avérée décevante pour Stellantis, avec une baisse notable des volumes suite au ralentissement du marché de l'automobile autant aux États-Unis qu'en Europe, avec une marge nette qui est aussi en baisse suite à des importants investissements dont on a parlé, avec 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre, soit moins 14%, et seulement 5,6 milliards d'euros de bénéfices nets, contre plus de 10 milliards d'euros en 2023. Alors certes, Stellantis rémunère bien ses actionnaires avec plus de 7,7 milliards, retourner quand même à ses investisseurs sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Mais ici, le point clé, le point le plus important, ce sera comment Stellantis s'en sort avec ses nouveaux modèles pour le 3e et 4e trimestre. Et le problème majeur, c'est qu'en août, on observe une baisse des immatriculations de véhicules, notamment en France, qui sont tombés sous les 90 000 le mois dernier, soit une tendance à presque moins 25% contre le mois d'août de l'an dernier. C'est même un point bas depuis 10 ans. Donc oui, ça fait une décennie en France qu'on n'a pas vu une telle baisse de la demande sur cet indicateur de l'industrie automobile. Aujourd'hui, le point le plus critique va être de déterminer si Stellantis s'en sortira mieux dans ce contexte avec son exposition en Amérique du Nord notamment. Et si oui ou non, nous verrons un rattrapage, car oui, en France,
On peut expliquer cet attentisme par les Jeux olympiques de cet été et le climat de risque politique depuis juin. Donc oui, globalement, je pense qu'on peut s'attendre à un rattrapage en septembre sur l'automobile pour rééquilibrer ce troisième trimestre. Ce sera l'occasion le 17 octobre prochain pour Carlos Tavares, le PDG, de nous présenter la continuité de son plan, de sa stratégie dans cette période, car elle est beaucoup plus difficile que prévu pour l'automobile. Avec des grands noms de l'automobile d'ailleurs, allemandes, qui souffrent beaucoup plus, comme BMW ou encore Volkswagen. Bref, tu l'as compris, le secteur automobile européen sous-performe incontestablement le reste du marché depuis le deuxième trimestre 2024. Ça, c'est un fait, alimenté par une baisse de la demande et des exigences plus élevées de l'Europe en matière de pollution, auquel on ajoute l'arrivée de constructeurs chinois qui eux aussi affichent un ralentissement d'ailleurs qui semble donc plus global sur l'industrie de l'automobile. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec des niveaux de valorisation sur Stellantis notamment historiquement bas. Et pour le coup, ce sont des soldes troisième des marques pour Stellantis, voire quatrième des marques. Aujourd'hui, on peut donc naturellement se poser la question de est-ce que c'est une bonne opportunité de rentrer sur l'action Stellantis à ce prix? Alors aujourd'hui, si on regarde sa capitalisation sur son niveau de bénéfice net, donc son PE ratio anticipé pour 2024, on arrive à x3.2. Oui, j'ai bien dit x3.2. Ce facteur de bénéfice net est vraiment très faible, c'est-à-dire que il faut seulement 3,2 années de bénéfices pour générer autant que sa capitalisation boursière. Donc maintenant, regardons horizon 1 an. Pour ça, si on se place dans un scénario de reprise timide du marché automobile, horizon premier trimestre 2025, on pourrait voir un retour proche des 14 milliards d'euros de bénéfices à l'année pour Stellantis en 2025. Donc oui, bien sûr, c'est bien loin des plus 16 milliards attendus précédemment, car aujourd'hui, il faut bien sûr prendre en compte ces ralentissements observés au deuxième trimestre et ces baisses récentes observées d'immatriculisation de véhicules. Ainsi, si on projette sur 2025 avec une reprise, on pourrait s'attendre à plus 13,9 milliards de bénéfices en 2025 pour Stellantis, soit un retour avec plus 12% de croissance anticipée. Donc en anticipation d'une année de reprise en 2025, on serait sur un x2.9 de facteur de bénéfices anticipé pour 2025, donc encore plus attractif horizon 1 an. Donc dans ces conditions, en supposant qu'on verra le bout du tunnel de ce ralentissement sur l'automobile dans les mois qui viennent, on pourrait espérer ainsi un retour à des prix plus logiques fondamentalement parlant pour Stellantis, notamment un 20 € l'action horizon 2025. Et le signal de départ qui sera donné pour de nombreux investisseurs pour que la relance soit actée, ce sera une bonne publication de résultats que nous délivrerait Stellantis, donc potentiellement dans 2 à 3 publications. Personnellement ici, je conserve mon objectif de prix cible à 20 € pour 2025, ce qui nous donne un potentiel de plus 46% l'action, avec un niveau de risque attendu à 6 mois, à prendre en compte bien sûr de 35% tout de même, le tout en limitant ma position car on reste sur des entreprises qui sont value et quand on a une stratégie d'investissement croissance comme moi, ce n'est clairement pas la première allocation que je souhaite avoir en portefeuille PEA. C'est d'ailleurs le raisonnement que je t'avais partagé en vidéo de vouloir limiter mon exposition autour de 8% sur l'automobile maximum en juillet dernier, sachant que Stellantis n'est pas ma seule valeur de l'automobile. Bref, je reste optimiste à moyen terme pour Stellantis, malgré qu'à court terme, ça s'annonce plus compliqué avec le ralentissement de son marché qui devrait impacter sa prochaine publication de résultats d'octobre 2024. Ensuite, intéressons-nous à une célèbre compagnie aérienne américaine, j'ai nommé l'action CTO Delta Airlines. Sur un an, Delta affiche plus 24% de performance avec un dividende de 0,90%. Donc sur 12 mois, elle n'a pas l'air si value que ça, mais si on dézoome, l'entreprise nous affiche une performance négative sur 5 ans suite à une année qu'on a encore en mémoire où on a observé un arrêt en termes d'activité aérienne il y a 4 ans avec les contraintes de déplacement de 2020. Globalement, le business de Delta Airlines, c'est de fournir un service de transport de passagers par avion avec Alliance Delta. C'est d'ailleurs le réseau que j'utilisais pour voyager aux États-Unis quand je travaillais à New York il y a quelques années. Aujourd'hui, Delta est principalement active aux États-Unis pour 70% de son chiffre d'affaires, avec une partie de ses vols qui permettent de faire la jonction atlantique pour 18% de ses revenus.
Récemment, Delta a connu quelques défis et controverses, disons, qui s'additionnent à 2020 avec des problèmes techniques sur les Boeing, donc l'avion américain, avec des portes qui s'ouvrent en plein vol, entre autres problèmes de sécurité. Donc récemment, Delta a passé commande de 20 Airbus A350 pour moderniser sa flotte, donc avoir un avion européen qui est analysé comme étant plus sûr que son concurrent américain Boeing, malgré un coût bien sûr à amortir qui ne sera pas sans douleur financièrement parlant, mais au profit de la sécurité de ses passagers. Alors Delta, sur ces 10 dernières années, a mis en place une stratégie marketing qui porte ses fruits avec un programme de fidélité attractif dénommé SkyMiles et son système de cartes de crédit qui permettent de cumuler des miles convertibles en vol offerts dont j'ai pu profiter d'ailleurs. Côté finance, c'est moins sexy ici, disons, c'est ce qui rend l'entreprise plutôt décotée avec un historique difficile. L'entreprise aujourd'hui, elle ne s'est pas complètement remise de 2020. Il lui faudra encore attendre au moins l'année 2025 pour retrouver des bénéfices attractifs. Et c'est bien là que se pose la question d'un investissement pour Delta avec 4,7 milliards de dollars de bénéfices anticipés pour Delta en 2025. Soit quand même plus de 23% de croissance contre l'année 2024 en cours. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a ici une opportunité sur Delta ou pas? Car voilà, là on est sur un PE ratio anticipé pour 2024 qui se place à seulement x7,9 ses bénéfices nets. Donc fondamentalement, c'est peu cher. Après, si on prend notre hypothèse de 2025, on arriverait là carrément à x6,3 de facteur de bénéfices anticipés pour 2025, soit tout de même des soldes, deuxième des marques disons, pour une entreprise qui pèse quand même 30 milliards de dollars sur le marché américain des transports de passagers. Donc oui, vu ce niveau de solde avec sa valorisation actuelle, je verrai l'entreprise Delta plutôt autour des 60 dollars l'action horizon mars 2025, ce qui nous fait un potentiel de plus 25% en 6 mois, le tout avec un risque de 38% attendu à 6 mois, donc un risque qui illustre ici de moyennes turbulences possibles à l'horizon, mais qui s'amortirait sur un CTO qui souhaite investir sur des valeurs plus décotées. Alors cependant, pour ma part, moi je ne suis pas à la recherche d'une exposition sur des compagnies aériennes. Et donc je passerai mon tour pour cette fois car j'ai une stratégie de croissance qui est plus agressive, disons, sur mon petit CTO que j'ai redémarré en 2024 suite à l'achat de ma résidence principale en cash. Donc d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il affiche plus 22% en 2024, mon petit CTO. Donc voilà pour les valeurs décotées du moment. Au passage, tu peux profiter librement de ma totale indépendance. J'ai créé pour toi 2 outils gratuits. D'abord, un comparatif des frais et spread des banques et courtiers sur actions PEA et CTO qui s'adaptent pour les volumes de transactions de ton choix afin que tu puisses sélectionner le courtier ou la banque qui correspond le plus à ton style d'investissement. Ainsi qu'un deuxième outil, mon simulateur de croissance de patrimoine qui te permet de savoir pour un horizon de temps donné un rendement moyen annuel donné et surtout un risque donné, ce que tu peux attendre théoriquement de tes investissements. Voilà, ces 2 outils gratuits sont disponibles sur mon site web guistamp.com et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je te propose un programme premium qui regroupe tout ce qu'il te faut pour investir avec pragmatisme. Avec d'abord une partie théorique avec ma formation qui t'apprendra à te construire ta propre stratégie d'investissement sur un horizon de temps moyen à long terme pour te générer des rentes, protéger ton capital ou pour faire croître ton patrimoine. Ensuite, tu auras accès à une partie pratique grâce à l'application des investisseurs pragmatiques pour gérer ton portefeuille facilement. Elle te permettra de mesurer ton risque et tes rendements futurs automatiquement et donc prendre de meilleures décisions pour faire croître ton patrimoine. Tu auras aussi accès à une partie communautaire avec le club privé des investisseurs pragmatiques pour bénéficier de l'intelligence collective. Et bien sûr, mes lives privés mensuels ainsi que leur rediffusion avec aussi le partage de mes stratégies d'investissement avec le suivi de mes portefeuilles PEA et CTO directement dans l'application. Bref, tu as ici une offre pour une application à vie sans abonnement, ce qui est rare. Si tu veux en profiter, c'est le bon moment car ce samedi 28 septembre à 14 h, j'organise un live privé et bien sûr, sa rediffusion sera accessible à tous les membres du programme. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guistamp.com et comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!